Bonjour à tous, c'est Elise, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis contente de vous retrouver. Ça fait quelques semaines que je n'ai pas filmé parce que j'avais beaucoup de travail, beaucoup de choses à faire. Donc je ne peux pas voilà, être très régulière toutes les semaines. Aujourd'hui, je commence la vidéo autour de l'ascension sociale, des choses qui changent, des observations que l'on peut avoir à mesure qu'on acquiert de la sécurité financière ou lorsque nous avons une ascension sociale très directe. Alors, je vais refaire un petit topo sur mon parcours, sur mon milieu d'origine, et puis après on va commencer. Alors, il faut savoir que bien sûr, dans ma famille immédiate, de ma mère et mon père, leurs parents à eux étaient des agriculteurs de la campagne avec des très bas, même pas bas salaires puisque c'était indépendant, mais avec très peu de, de revenus. Euh, Globalement, quand moi j'étais jeune, j'avais pas forcément conscience qu'on était pauvre parce que je pense surtout ma mère, elle était très débrouillarde et elle réussissait à ce que l'argent que nous avions dure le plus longtemps. Donc mes parents ont divorcé quand j'étais très jeune, donc voilà, mon père a moins d'impact dans mon parcours. Alors, il faut savoir, comme j'ai dit, que voilà, euh, ma maman vient d'un milieu très populaire, mais malgré ça, on a quand même eu des activités culturelles, on a fait du sport. Tous les ans, nous allions en vacances dans la famille de ma mère au Portugal. Donc voilà, je dirais pas non plus qu'on a vécu dans la misère et que c'était horrible, c'était juste très humble. Souvent, je sais que d'un premier abord, les personnes peuvent penser que je viens d'un milieu de classe moyenne, mais réellement, quand on regarde les classifications via les revenus, on est très clairement dans la classe populaire. Parce que ma maman était célibataire et elle avait trois enfants et elle était payée autour du SMIC, donc voilà. Les avantages, donc, un peu les inconvénients, les mauvais côtés, mais on avait beaucoup de choses en fait qui fait que nous avions une vie peut-être assez agréable. La première, c'est que malgré les pas revenus de ma maman, elle travaillait à l'hôpital, donc elle avait des revenus très réguliers. Et donc ça, c'est pour moi ce qui fait la différence entre la précarité et la pauvreté. Donc euh, pour moi, quand on est précaire, c'est vraiment qu'on n'a pas de constance. Quand on est pauvre, on a de la constance, mais très basse. Donc ses revenus étaient super stables, ce qui était vraiment déjà une ascension en comparaison avec ses parents à elle qui avaient des revenus pas forcément stables. Dans notre maison, nous avions un jardin, un potager essentiellement, et donc ma maman investissait beaucoup de temps dans l'entretien de ce potager, ce qui nous permettait d'avoir des fruits et des légumes frais toute l'année. Et donc, et bien sûr, ça étendait le budget course. Au niveau de l'habillement, on s'habillait presque exclusivement avec Emmaüs, les magasins de déstockage, Noz, ce genre de choses, où on recevait des vêtements de nos cousines de notre âge. Et finalement, un des conjoints de ma maman était brocanteur. Il avait en fait un peu tout petit restaurant et une partie de son espace était une brocante. Et donc tous les week-ends, on allait très régulièrement faire des figurines, faire des vides maison. Et donc notre mobilier à la maison était essentiellement seconde main, mais de très bonne qualité en bois, avec des antiquités occasionnellement. Donc voilà, j'ai un milieu humble, mais très digne, et on avait quand même certains conforts. D'autre part, comme ma maman travaillait à l'hôpital, elle restait toujours à l'affût avec le comité d'entreprise et avec toutes les activités culturelles gratuites qu'il y a dans les régions pour nous donner ces expériences-là. Chaque voyage scolaire où il y avait des visites de musées, ce genre de choses, on participait presque systématiquement à ce genre de choses parce que ma maman voulait nous donner ces expériences culturelles. Donc j'ai eu énormément de chance là-dessus. On avait aussi une grande bibliothèque à la maison, on avait beaucoup de livres parce que ma maman lit aussi énormément. Alors, donc voilà, donc ça c'est mon milieu. On n'avait pas beaucoup, mais avec ce qu'on avait, on profitait, on essayait de profiter. Alors, avant de commencer, je voudrais revenir sur le concept voilà, d'ascension sociale, de transclasse et juste de classe sociale. Quand moi je parle de classe sociale, j'insiste sur l'aspect financier. Je sais que sur les réseaux sociaux, beaucoup de personnes parlent d'études, puisque pour les personnes qui ont fait des masters, des doctorats, bien souvent, il y a
les professeurs indiquent, laissent penser que voilà, il va y avoir un master ou un doctorat et donc un certain niveau de revenu à la clé. Mais en 2024, on sait que ce n'est plus le cas. Avoir un master ou un doctorat, ce n'est pas une garantie d'une réussite économique. Ça l'était à l'époque, mais maintenant je pense qu'il faut réintroduire le concept de finance dans les classes sociales parce que oui, les diplômes, ça ne donne pas accès au même type d'emploi que ça le faisait il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans. Alors, quand moi je parle de classe sociale, je vois vraiment 4 classes sociales, donc je sais que généralement c'est 3, mais je vais essayer d'étayer un petit peu mon propos. Alors, pour moi, il y a la précarité. D'abord, la classe précaire. Et là, c'est quand une personne n'a pas les moyens de couvrir ces 4 murs, essentiellement. Donc, les 4 murs en finances personnelles, c'est l'hébergement, les factures, la nourriture, l'alimentation et l'habillement. Et donc, pour moi, la précarité, c'est quand on ne peut pas couvrir ces 4 murs parce que peut-être on travaille un boulot saisonnier, donc pour certaines saisons, on va avoir beaucoup de travail et d'autres non. On a un travail en fait qui n'est pas qui n'est pas recherché, donc on a des difficultés à trouver un travail. Donc une personne qui n'a pas des salaires garantis chaque mois va souffrir généralement de précarité. Ensuite, pour moi, il y a la pauvreté. La pauvreté, c'est quand tu peux couvrir tes 4 murs, mais c'est tout. Tu peux couvrir l'hébergement, les factures, la nourriture, l'habillement, voilà, faisant quelques sacrifices et c'est tout. On entre dans la classe moyenne quand on peut faire quelque chose au-delà de ces 4 murs, par exemple partir en vacances, acheter voilà, plus de vêtements, acheter une maison, ce genre de choses. Là, pour moi, on rentre dans la classe moyenne. Et on passe dans la classe haute quand on peut partir plusieurs fois en vacances chaque année. Désolée. Quand on peut partir en vacances plusieurs fois par an, on peut investir, ce genre de choses. Donc l'argent n'est plus du tout une préoccupation dans ta vie. Et puis il faut bien différencier. Donc dans la classe haute, bien sûr, il y a la petite bourgeoisie, la bourgeoisie et franchement l'élite, les 1%. Qui ont aussi en fait des considérations, des modes de vie complètement différents, mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Donc quand moi je parle d'ascension sociale ou de changement de classe sociale, eh bien je parle de personnes par exemple comme de ma grand-mère à ma mère qui est passée de la précarité à la pauvreté et de ma génération, donc mes cousins et mes cousines, on est passé de la pauvreté à la classe moyenne. Quand je parle d'ascension sociale, de mon ascension sociale, il faut le voir de cette manière. Alors, donc, on va pouvoir commencer maintenant. Donc dans cette vidéo, je vais parler, comme j'ai dit, des choses qui changent, des choses qui demeurent quand on change un peu de milieu. Alors, en créant ma petite liste des choses qui changeaient, j'ai groupé les thèmes. J'ai créé des thèmes qui correspondent quand même aux capitaux selon Pierre Bourdieu. Donc voilà, ça fait le lien. Donc il y a les changements au niveau culturel, social, symbolique et économique. Et donc on va commencer la première partie par les choses qui changent au niveau culturel. Donc la première chose que tu vas découvrir juste quand tu fais des études ou quand tu changes de milieu, eh bien c'est les différences culturelles, les différences de référence entre les milieux. Donc par exemple ça peut être la connaissance de l'histoire, certaines personnes vont se focaliser sur certains aspects et d'autres personnes sur d'autres, mais globalement plus une personne a des revenus, a fait des études et a une meilleure connaissance de l'histoire, les références au niveau de la littérature, donc j'en ai déjà parlé précédemment, il y a la littérature populaire, la littérature classique, la littérature néo-contemporaine et néoclassique, etc. Et donc, les références ne sont pas forcément les mêmes. C'est la même chose pour le cinéma, il y a les découvertes aussi des musées, des opéras, des ballets, des courants artistiques, vraiment une connaissance très approfondie des choses classiques. Et je ne veux pas dire que voilà, les gens pauvres n'ont pas de culture, c'est juste une culture différente avec des points de concentration, voilà, des choses différentes. Voilà. La deuxième chose, c'est que c'est
très très difficile d'essayer de rattraper en fait cet écart culturel, de connaître toutes ces références. Et on voit beaucoup dans les milieux, dans les gens qui sont transclasses, comme disait Chantal Jacquet, il y a une boulimie de connaissances, de lecture, ce genre de choses. Et c'est quelque chose que je vis tous les jours. Pardon, excusez-moi. C'est quelque chose que je vis tous les jours, donc il y a cette volonté de rattraper cet écart qui est un peu fou, un peu folle, mais voilà, la littérature de beaucoup de classiques, enfin moi je me souviens, enfin je le fais toujours d'une certaine manière, mais prendre les listes des 100 livres, des 100 romans français à lire dans sa vie, des 100 films français à lire, des 100 films à voir dans sa vie, des listes internationales, etc. Et il y avait vraiment cette boulimie, cette volonté de consommer pour rattraper l'écart, pour ne pas comprendre les références, etc. Et ça existe énormément. Bien sûr, une fois que que tu commences, il faut que j'arrête avec les anglicismes, tu starts ce processus. Une fois que tu commences ce processus, eh bien, il y a aussi comme tu acquiers de nouvelles références, ça va éclairer beaucoup de choses dans ta vie. Donc tu vas souvent les référer, en référer, les mentionner. Et bien sûr, avec ton milieu d'origine, ils n'ont pas forcément fait ce parcours-là, ce chemin-là. Et donc il y a aussi une distance au niveau des références culturelles qui s'ouvre. Tu perds énormément aussi de ta culture d'origine, c'est-à-dire que toutes les nouvelles références, tu vas pas forcément les suivre. Et donc tout ça, donc ça va créer un gouffre essentiellement entre les références culturelles et la nouvelle culture que tu essayes d'acquérir et celle de ton milieu d'origine, parce que bien sûr les cultures continuent à évoluer tout le temps. Donc au niveau de l'écart culturel, on va s'arrêter là. Au niveau de l'écart social, j'en ai parlé brièvement dans ma vidéo sur La France tu l'aimes mais tu la quittes, la revue du livre qui a été pas très appréciée, n'est-ce pas? Euh, et donc, quand tu as un nouveau réseau, eh bien, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Bon, je vais essayer de suivre ce que j'ai écrit. Alors, quand tu deviens transclasse, essentiellement, tu vas te rapprocher de personnes qui ont le même parcours que toi, parce que tu vas découvrir ces personnes. Bien sûr, en fait, on se reconnaît entre personnes d'un même milieu, et donc tu vas te rapprocher de personnes qui, eux aussi, en fait, viennent du milieu populaire et ont acquis de la stabilité financière ou plus de statut. Et voilà, tu vas créer des amitiés parce que ça va être des parcours qui sont similaires, adjacents, identiques. Et donc, vous allez vous retrouver ensemble. Et ça, comme vous partagez le même parcours, eh bien, ça crée beaucoup de confort. Euh, je pourrais pas dire que malgré en fait tout ce travail, donc même si vous avez acquis de, du confort financier, même si vous avez enfin vous avez un master, même si vous avez acquis des connaissances culturelles similaires, eh bien vous réalisez que vous serez jamais au même niveau. Vous serez toujours à cheval parce que voilà, chaque milieu en fait ils ont un peu leurs stéréotypes sur les autres classes sociales. Et voilà, vous serez toujours un peu à cheval, pas forcément accepté, pas forcément rejeté, mais voilà. Quand vous changez de classe, vous élargissez votre réseau aussi et vous allez rencontrer des gens de milieux plus favorisés. Donc, c'est-à-dire que quand tu es de classe précaire, tu vas connaître des gens de classe pauvre, la classe de la pauvreté, la classe populaire et la classe moyenne. Quand tu passes à la classe moyenne, tu vas connaître des gens de la classe supérieure, la classe haute, et des gens en fait qui viennent d'autres milieux. Donc ça va s'élargir et donc tu vas faire beaucoup de découvertes. Avec ton nouveau cercle, tu vas rencontrer plus de personnes qui peuvent t'aider ou te soutenir, te supporter, te diriger vers de plus grandes possibilités, de plus grandes opportunités dans ta vie. Parce que bien sûr, quand tu viens de milieux populaires, toutes les classes sont assez endogames et donc les autres personnes autour de toi, ils ont les mêmes difficultés que toi, donc ils peuvent pas forcément t'aider, savoir en fait où aller, que faire, etc. Et ça, ben, bien sûr, ça aide énormément. On sait que dans les classes dans les classes hautes, le fait qu'ils ont, ils ont les codes culturels, les codes symboliques, etc., eh bien, si une personne a une période de malchance, il peut être soutenu par sa classe pour retrouver en fait la fortune économique, on va dire. Euh,
Et quand tu changes de classe sociale, tu découvres toutes les possibilités, toutes les opportunités qui existent. C'est-à-dire qu'une fois que tu as fait le chemin, eh bien tu découvres qu'il y avait plein de manières beaucoup plus simples de faire ce chemin. Il y avait plein de ponts que tu n'as pas su prendre ou que tu ne savais pas qui étaient là. Et j'en ai parlé déjà auparavant, mais quand on est dans la pauvreté, on est incapable, on ne peut pas voir en fait les opportunités qui s'offrent devant nous, qui s'offrent à nous. Euh, et, euh, et vraiment, en fait, quand tu changes de classe sociale, tu découvres ça, tu découvres les gens qui auraient pu t'aider, tu découvres les choses qui auraient pu être possibles, mais que sans les connaissances, sans les contacts, eh bien, tu ne savais pas qui existaient. Euh, donc, l'écart culturel, c'est très compliqué. Voilà, tu sais, tu essayes de faire la différence. Et c'est très lié aussi à l'écart symbolique, du capital symbolique. Alors ça, c'est la chose un peu plus vicieuse, je dirais. C'est que c'est des choses qui sont faites, qui sont mises en place juste pour se reconnaître, mais qui sont qui vont pénaliser en fait les gens qui ne sont pas du même milieu. J'ai parlé régulièrement de ma manière de parler, pas forcément de mon accent, mais j'ai toujours l'impression qu'il me manque cruellement de vocabulaire, que je ne suis pas assez précise lorsque je m'exprime, que ma rhétorique, ma manière en fait d'essayer de convaincre pêche. Et ça en fait c'est quelque chose qui a été très dur, qui est toujours très dur en fait pour moi à gérer. Je travaille beaucoup dessus. Euh, mais voilà, donc le niveau de langue, la manière de parler, le vouvoiement vient beaucoup plus facilement à certaines personnes qu'à d'autres. Voilà, euh, rendre la langue un peu plus soutenue, un peu plus belle, avoir de plus belles phrases, c'est quelque chose en fait qui existe. Et voilà, tu te sens en fait vraiment bête parce que aussi tu as le regard des autres qui te font en fait un peu comprendre que voilà, tu n'es pas à ta place. Moi, c'est quelque chose, enfin vraiment, je l'ai senti, la violence au niveau du langage, des codes langagiers, je l'ai senti énormément, je la sens toujours. Et c'est vrai que c'est difficile. Mais d'un autre côté, quand tu acquiers les codes, eh bien toi-même, tu vas avoir ce pouvoir symbolique, et en faire souffrir d'autres personnes essentiellement à cause de ça. Euh, L'autre chose, donc parlons un peu des bonnes manières. Donc récemment, on voit sur les réseaux sociaux beaucoup de youtubeurs et de youtubeuses bonnes manières, élégance, etc. Et en fait, ça fait sens que ça existe. On peut penser que c'est un peu puéril ou que voilà, certaines personnes veulent se donner un genre, mais c'est sûrement des personnes qui ont beaucoup souffert de leur manque de connaissances au niveau des bonnes manières, de la manière de se tenir, la manière de manger, la manière de parler, etc. Et donc, il y a cette volonté, de la même qu'il y a la boulimie de consommation au niveau de la littérature, du cinéma, de l'opéra, musée, etc., eh bien, il peut y avoir cette boulimie aussi avec respecter les codes et être très strict. Et justement, les gens qui sont vraiment établis, qui ont acquis ces codes, sont assez flexibles autour de ça, peuvent être assez flexibles, alors que quelqu'un qui vient juste d'acquérir ces codes va être vraiment un carré, va être vraiment très tac tac. Il faut 100% respecter tout le temps. Et donc voilà. Moi j'ai eu beaucoup de chance parce que voilà, un de mes beaux-pères quand j'étais plus jeune, je vous ai déjà parlé, il était brocanteur, je vous en ai déjà parlé, il était brocanteur. Donc ma maman a eu des relations avec beaucoup de personnes déclassées et donc on nous a un peu forcé, moi et mes sœurs en fait, à acquérir ces codes par la violence. Donc au niveau de la culture gastronomique, moi maman elle a été un chef et avec un chef et avec un restaurateur, donc ça je les avais déjà. Mais voilà, comment se tenir, comment interagir avec les autres, ne pas s'énerver, ce genre de choses. Donc ça c'est un peu dans le capital symbolique. Quelque chose qui est adjacent avec ces codes de l'élégance, des bonnes manières, etc., c'est l'habillement, l'accoutrement. Alors, j'ai vu dans les dernières années beaucoup de vidéos autour voilà, du old money style, et c'est très intéressant. Mais il faut savoir que vous ne pouvez pas faire un style old money sans argent. Et pour faire le style old money, you need money. C'est pas que c'est pas forcément un polo, une chemise et un pantalon, une jupe, etc. Non, il y a la coupe, il y a la coupe du vêtement, le fait que quand on a plus de moyens, on peut faire ajuster ses vêtements par un couturier. Ça va être le tissu qui est utilisé. C'est pas que les marques, c'est pas que
voilà, une chemise d'une personne, il y a plein de différences. La qualité du coton, la qualité de la soie, enfin, pour certaines personnes, c'est polyester qui est utilisé, l'élastane, etc. Donc, la qualité du tissu, la coupe, les ajustements qui sont faits en plus. Chaussures, les parfums, il y a vraiment beaucoup de différence entre un parfum plus haut de gamme et un parfum qui va être disponible un peu supermarché, Sephora, etc. Les cheveux, donc s'occuper de ses cheveux d'une certaine manière, enfin bref. L'accoutrement, vous pouvez penser, si vous essayez de copier les styles tendance ou les styles old money, que voilà, on va pas voir la différence. Ils voient la différence. Et franchement, c'est hyper violent, hyper violent. Donc, moi, j'achète tous mes vêtements en seconde main depuis des années. J'ai grandi comme ça et je pense que je vais toujours rester comme ça. Donc voilà. Et au niveau du capital symbolique, je ne sais pas si c'est vraiment capital symbolique, mais bon, je l'ai mis ici, c'est réaliser que dans les classes sociales plus élevées, en fait, ils ont complètement formé, formaté, géré et enseigné leurs enfants à acquérir le succès. Et donc, ça passe par du tutorat, la connaissance des meilleures écoles, les meilleurs stages, faire les sports qu'il faut, avoir les amis qu'il faut, etc. Il y a vraiment cette formation au succès, à la réussite. Et pour moi, donc moi je suis tuteur de feu par exemple, et donc j'enseigne à plein d'étudiants, des enfants, des adolescents qui habitent en Angleterre, au Brésil, aux États-Unis, etc. Et ce qui est fascinant pour moi, c'est que quand j'étais plus jeune, je pensais qu'avoir un tuteur, c'était parce que tu étais bête, parce que tu n'étais pas doué, etc. Et c'est un peu ce qui est mise en avant quand tu viens d'un milieu populaire, qu'avoir un tuteur, c'est une défaillance de ta part. Alors que pour les classes plus élevées, eh bien, c'est vraiment une manière d'acquérir les connaissances, d'acquérir la compréhension d'un sujet avec un spécialiste. Et ça a été vraiment une découverte pour moi. Donc bon, alors finalement on va finir avec la grosse partie du capital économique, l'acquisition du capital économique. Qu'est-ce que ça fait? Alors souvent les gens disent oui, l'argent ne fait pas le bonheur, tatitata. Euh, et ça, je pense que c'est les gens qui n'ont jamais été pauvres qui le disent ou qui ne sont jamais sortis de la pauvreté. L'argent ne fait pas le bonheur dans le sens où si tu es déprimé, avoir plus d'argent, ça ne va pas changer ta vie. Ok, tu vas toujours être déprimé. Maintenant, et l'argent ne va pas te faire devenir une personne heureuse et joyeuse, etc. Non. Mais ce que fait l'argent, c'est que ça t'enlève énormément de problèmes. Ça t'enlève un poids des épaules qui est indéfinissable. C'est incomparable. Quand tu as de l'argent, quand tu as des économies, ton niveau de stress diminue, tu as plus d'énergie, tu peux faire plus de choses. Et aussi, quand tu as plus d'argent, et puis c'est plus facile de gagner de l'argent quand tu as déjà de l'argent que quand tu n'as pas d'argent. Donc, quand les gens disent voilà, l'argent ne fait pas le bonheur, s'il vous plaît, ok. Une chose qui m'a choquée, qui m'a vraiment attristée quand j'ai commencé à avoir plus de revenus, c'est que certaines personnes, une minorité, assument que maintenant c'est ta responsabilité de toujours payer. Donc les gens vont t'inviter au restaurant et vont s'attendre à ce que ce soit toi qui payes l'addition systématiquement. Il y a vraiment certaines personnes qui sont comme ça. D'un côté, ces mêmes personnes en plus sont les personnes qui dénigrent le travail que tu as fait, qui vont dénigrer tes études, qui vont dénigrer ton commerce, qui ne vont jamais acheter dans ton commerce, ne vont jamais t'aider ni quoi que ce soit. Qui te dénigrent complètement tout, qui vont te dire que tu as changé, que voilà, tu es une mauvaise personne parce que tu ne souhaites pas partager. Ce sont les personnes qui te dénigrent le plus, qui veulent le plus profiter de ton argent et qui vraiment te mettent dans une situation où tu es bloqué. Et ça, c'est hyper difficile. Moi, j'ai déjà mis fin à des amitiés. Bien sûr, certains membres de ma famille, je ne peux pas les couper, mais c'est vraiment, ça existe. Donc, il faut savoir
et il faut peut-être avoir la force certaines fois de couper. Savoir dire non maintenant et pour créer plus d'abondance plus tard. Moi avant j'étais vraiment très épicurienne et vraiment c'était au moment où j'avais l'argent je le dépensais, et aujourd'hui j'ai plutôt appris à dire non maintenant pour avoir plus d'abondance plus tard. Une autre chose, donc moi j'ai connu, quand j'étais étudiante et mes premières années à Londres, j'ai connu beaucoup d'insécurité alimentaire. J'étais très pauvre, j'avais très très peu d'argent. Et l'argent que j'avais, je sortais avec mes copines, etc. Et donc, j'ai connu beaucoup d'insécurité alimentaire. Et il faut savoir que quand tu as connu de l'insécurité alimentaire et que tu obtiens de l'argent, eh bien, tu vas devenir glouton ou gloutonne. Et aujourd'hui, je suis passée de l'insécurité alimentaire à la surconsommation. Et maintenant, j'essaye à nouveau de réguler parce que il faut que j'essaye d'intégrer que il n'y aura pas de pauvreté plus tard, je ne serai plus dans l'insécurité alimentaire, mais c'est quelque chose de difficile. Quand on a plus de revenus, eh bien, on dépense moins d'argent. C'est-à-dire que on peut acheter de la meilleure qualité immédiatement, on peut entretenir les choses immédiatement, et donc ça veut dire qu'il y a moins de dépenses sur le long terme. Donc tout à l'heure j'ai parlé des chemises, etc. Si vous achetez une chemise qui est bien construite avec du beau tissu, eh bien vous allez pouvoir le laver une fois, deux fois, trois fois, et la chemise va rester exactement pareil. Alors que si vous achetez quelque chose au niveau du fast fashion, c'est mal coupé. Donc, je vous explique un petit peu. Donc, au niveau du tissu, il y a le droit fil. Donc, ça, c'est le sens dans lequel il faut couper le tissu pour pas qu'il se stretch, okay, pour pas qu'il s'étende. Et donc, les marques de fast fashion, afin de rentabiliser le tissu, eh bien, ils vont couper de l'autre côté. Et donc, c'est pour ça qu'il y a certaines choses perdent leur forme. C'est parce qu'au lieu d'être coupés dans le droit fil, ils sont coupés voilà, perpendiculairement. Et donc, ils perdent leur forme. Donc, si tu achètes de la meilleure qualité dès le début, eh bien, tu n'as pas à racheter plus tard. Donc, si vous achetez une chemise de très haute qualité qui coûte par exemple 100 euros, eh bien 100 euros, ça va être moins cher qu'acheter une même chemise 5, 6, 7 fois à 20 euros par exemple. Et ça, c'est quelque chose qui existe. Vous savez, en fait, nos grands-mères, nos mères, etc., elles ont des vêtements qu'elles avaient, en fait, il y a longtemps, qui n'ont pas bougé. Ça, c'est la raison. Nous, nos vêtements, ils sont plus aussi de bonne qualité. C'est pour ça qu'il faut acheter deuxième main. Selon moi, c'est la manière d'avoir la bonne qualité, pas cher, mais ça n'engage que moi, n'est-ce pas? Quand on a plus d'argent, eh bien, on peut récupérer son temps. Et ça, c'est véridique. Vous savez, il y a toujours des gens qui vous disent oui, tu as les mêmes 24 heures que Oprah Winfrey, que Beyoncé. Non, vous n'avez pas les mêmes 24 heures que Oprah Winfrey et Beyoncé, parce que Oprah Winfrey et Beyoncé, tous les gens riches, ils ne font pas le ménage chez eux. Il y a quelqu'un qui vient qui fait le ménage chez eux. Ils ne font pas leurs courses eux-mêmes. Il y a quelqu'un qui s'occupe des courses, de cuisiner pour eux. Ils ont des nannies, ils ont des tuteurs, ils ont des coachs sportifs, ils ont, voilà, ils ont des couturiers, des gens qui leur font les retouches, etc. Et tout ça, tu récupères ton temps et tu peux l'investir dans d'autres choses, dans des activités beaucoup plus agréables d'une part, ou dans voilà, enfin, faire développer leur fortune ou découvrir, enfin, voilà, commencer des business, etc. Une chose qui a été difficile pour moi, c'est que j'ai pas su gérer l'argent quand j'en ai eu un peu plus. Donc au début, j'ai eu des dépenses excessives. J'achetais un peu tout, quelque chose me plaisait, je ne réfléchissais même pas, j'achetais. J'achetais. Et après, voilà, j'ai eu quand même quelques économies. Et après ça, après que j'ai passé ce cap que je ne pensais même pas pouvoir réaliser un jour, eh bien, une peur de ne pas mériter, une peur de ne pas avoir plus tard s'est développée en moi, et j'ai eu encore plus besoin de sécurité financière, et j'ai eu encore plus peur de dépenser. C'est-à-dire que maintenant, dépenser plus de 50 euros sur quelque chose, il faut que je réfléchisse. Je réfléchis. Quand je vais faire des courses et que je dépense 150 euros pour une dizaine de jours, parce que voilà, j'ai un grand chien, hein, j'ai un grand chat qui me coûte très très cher, eh bien, après, je me dis, voilà, j'ai 150 euros et je panique un petit peu. Bref, d'une certaine manière, à mesure où j'ai acquis de la sécurité financière, mon besoin de sécurité financière a augmenté. Et j'ai beaucoup d'anxiété au niveau des finances, encore plus qu'avant. Parce qu'avant, je pensais que je m'en sortirais jamais. Donc, d'une certaine manière, il y avait cette stabilité, on va dire.
Donc ma relation avec l'argent, elle s'est assainie quand même. Et j'ai beaucoup appris sur la finance personnelle. Et ça, c'est quelque chose que bah, quand tu viens d'un milieu populaire, quand tu ne peux pas respirer parce que tu as des problèmes d'argent, ben, tu ne sais que faire. Donc voilà, j'ai découvert ce que c'était qu'un fonds d'urgence, comment utiliser la dette comme levier financier. J'ai commencé à investir, ce qui aurait été complètement dingue à une certaine époque. Euh, les grosses dépenses, en fait, je les planifie, je les divise en fait par plusieurs mois. Enfin, bref, ma gestion financière a complètement changé. Et c'est pas que le budget, c'est pas que le budget. Donc voilà. Maintenant, parlons des choses qui ne vont pas changer quand on acquiert de la stabilité financière, quand on change de classe sociale en général. C'est le côté réconfortant de ta culture d'origine, l'humour de ta culture d'origine, la gastronomie, le cinéma, les moments familiaux. Ça va toujours rester réconfortant et ça, c'est une très belle chose parce que ça, on conserve ce lien avec sa culture d'origine. L'autre chose qui ne va pas changer, c'est que les personnes, les bonnes personnes, les personnes qui sont saines, les gens qui t'aiment vraiment, eh bien, ils vont continuer de t'aimer même si tu changes d'une certaine manière, tu n'as plus forcément les mêmes codes, etc., etc. Eh bien, ces gens vont continuer de t'aimer, ils vont continuer à te soutenir et les relations qui étaient belles avant vont devenir encore plus belles parce que vous allez plus pouvoir les aider, vous allez plus pouvoir être plus généreux et ça, c'est génial. Euh, L'autre chose, donc je l'ai déjà mentionné, j'ai déjà fait référence à ça plus tôt dans la vidéo, mais c'est que même si vous changez de classe sociale, même si vous avez acquis un master, un doctorat, vous avez acquis une fortune, ouvert des business, etc., eh bien, vous serez toujours envoyé avec vos origines ethniques et sociales, et ça ne changera pas. Donc il faut le savoir, vous ne serez jamais vraiment accepté, et peut-être vous allez pouvoir vivre avec, et peut-être pas. Donc si vous voulez être accepté, ça va être. Regardez tous les footballeurs qui gagnent énormément d'argent, les politiciens qui viennent de milieux populaires sont sans cesse renvoyés à leur milieu populaire. Donc voilà. Euh, les choses qui ne changent pas, c'est que voilà, la vie, c'est pas une méritocratie. C'est pas la personne qui travaille le plus, qui est le plus persévérant, qui va obtenir des choses. Donc ça, il faut savoir. Il y a beaucoup de reproduction et dans les gens qui changent de classe sociale, et en fait, c'est déjà prédéfini. C'est des gens qui voilà, ont peut-être un parent qui a connu une ascension sociale tronquée. Donc, voilà. La vie, c'est pas une méritocratie. C'est pas, voilà, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, tu vas avoir ça. Il y a, il y a plein d'autres components, je ne sais pas, compositions, enfin, choses qui le composent. Euh, j'ai déjà mentionné, j'avais besoin de sécurité financière avant et maintenant j'en ai encore plus besoin, donc ça ne change pas. Le, à cause voilà, de ce rejet de la classe, de ta nouvelle classe sociale, eh bien, tu vas toujours rester impressionné par les autres, tu vas ne jamais te sentir à ta place, le syndrome de l'imposteur c'est réel et malgré toutes les confirmations que vous pourrez avoir, eh bien, vous serez toujours impressionné, vous penserez toujours que vous êtes en dessous des autres, que vous n'êtes pas à votre place. Finalement, une chose qui ne va pas changer, c'est que quand une personne est un peu choisie par l'univers pour avoir une ascension sociale, il y a déjà de la solitude et ça va rester. Ça va rester parce que les autres personnes qui connaissent l'ascension sociale, c'est rare. Et voilà, vous êtes rejeté des deux côtés et donc il y a toujours ce sentiment de ne pas être à sa place et d'être seul. Et ça ne va pas changer. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une bonne journée. Bye!